Dans la pénombre automnale de Valombre, une bourgade nichée au creux des collines verdoyantes du centre de la France, où les pavés luisent sous une pluie fine et où les réverbères jettent des halos tremblants sur les façades fatiguées, une injustice allait éclater, aussi brutale qu'un éclair dans un ciel sans nuages. Le général de division Élise Dubois, une femme noire au port altier, dont l'uniforme impeccablement repassé portait les insignes d'une carrière forgée dans le feu des missions internationales, conduisait son SUV noir à travers les ruelles désertes de cette petite ville, un lieu où le temps semblait s'être arrêté, où les boutiques closes et les volets tirés murmuraient une quiétude trompeuse. Ses mains, marquées par des années de service, des mains qui avaient manié des commandes d'hélicoptères sous des cieux de guerre et signé des rapports dans des salles de briefing où elle était souvent la seule femme, toujours la seule noire, tenait le volant avec une précision militaire, chaque geste mesuré, chaque regard alerte. Élise, dont le nom résonnait dans les cercles militaires comme celui d'une pionnière, avait appris à naviguer non seulement les champs de bataille, mais aussi les regards sceptiques, les murmures étouffés, les portes fermées par des mains invisibles mais lourdes de préjugés. Ce soir-là, elle n'était qu'une voyageuse de passage, cherchant d'un moment de répit dans son trajet vers une réunion stratégique à Paris, un instant pour poser ses pensées et savourer un café noir, loin des tensions des états-majors. Elle gara son véhicule près du dîner de Madame Claire, un établissement modeste dont l'enseigne au néon, clignotant comme un phare dans la brume, promettait chaleur et simplicité. Élise ôta ses gants de cuir, révélant des paumes calleuses, témoins d'une vie sans luxe, et ajusta son béret avant de pousser la porte vitrée, dont la clochette tinta doucement, annonçant son arrivée dans un monde qui, sans le savoir, allait bientôt basculer. À l'intérieur, le dîner exhalait une odeur de café fraîchement moulu et de pain grillé, un refuge ordinaire où les habitués se retrouvaient, pour échapper à la monotonie de Valombre. Les regards se tournèrent vers Élise, non pas avec hostilité ouverte, mais avec cette curiosité mêlée de méfiance que suscitent les étrangers dans une petite ville. Un vieil homme, attablé avec une bière, leva à peine les yeux avant de replonger dans son journal. Une femme d'âge moyen, en train de couper une tarte aux pommes, suspendit son geste, ses sourcils se fronçant légèrement. Un couple âgé, assis près de la fenêtre, échangea un murmure rapide, leurs doigts entrelacés serrant un peu plus fort. Seule Madame Claire, la propriétaire, une femme aux boucles grises et au sourire aussi chaleureux qu'un feu de cheminée, accueillit Élise sans hésitation. « Installez-vous où vous voulez, ma chère, dit-elle, sa voix portant la douceur d'une hôtesse habituée à apaiser les âmes fatiguées. Élise choisit une table près de la fenêtre, d'où elle pouvait observer la rue luisante de pluie et le balai discret des ombres sous les réverbères. Elle posa son béret sur la chaise voisine, ôta ses gants avec une lenteur presque cérémonielle, et commanda un café noir et une assiette de frites, son ton calme mais ferme, celui d'une femme habituée à être entendue. Le dîner, avec son rythme tranquille, le tic-tac d'une vieille horloge, le cliquetis des assiettes, le murmure d'une radio diffusant un air de Piaf, semblait un havre de paix, mais Élise, dont les sens étaient aiguisés par des années de vigilance, perçut d'une tension dans l'air, un frémissement imperceptible, comme le calme avant une tempête. Dehors, garée dans l'ombre du parking, une voiture de police blanche stationnait, son moteur tournant au ralenti, ses phares éteints. À l'intérieur, deux officiers, Jacques Morel et Pierre Garnier, observaient la scène. Morel, un homme large d'épaules, au visage taillé comme une pierre brute, fixait Élise à travers la vitre embuée, ses yeux plissés par un mélange de mépris et de suspicion. Garnier, plus jeune, suivait son aîné avec une docilité teintée d'un sourire narquois, comme s'il anticipait un spectacle. Leur immobilité n'avait rien de fortuit, elle trahissait une intention, un jugement formé avant même que les faits ne soient établis. Élise, en sirotant son café, sentit leur regard peser sur elle, un écho des innombrables fois où elle avait été scrutée, jugée, réduite à sa couleur de peau plutôt qu'à ses galons. À l'académie militaire, elle avait été la seule cadette noire, ses mérites éclipsés par des chuchotements sur son inadéquation. Dans les salles de commandement, elle avait vu ses stratégies ignorées jusqu'à ce qu'un collègue homme, souvent moins qualifié, les reprenne à son compte. Chaque médaille sur son uniforme, chaque étoile sur ses épaulettes, était une réponse à ses affronts, une preuve qu'elle avait gagné à force de ténacité et de talent. Pourtant, ici, dans ce dîner de province, elle ne cherchait qu'un moment de répit, un instant pour être une femme ordinaire, pas un symbole ni une cible. Elle posa sa tasse, le cliquetis du verre contre la soucoupe résonnant dans le silence relatif du dîner. Dehors, les feuilles mortes glissaient sur l'asphalte humide, portées par une brise qui semblait murmurer un avertissement. Tout était trop calme, comme si Valombre retenait son souffle.
Élise, habituée à lire les signes d'un danger imminent, remarqua le mouvement subtil des deux officiers dans leur voiture. Morel descendit, sa silhouette massive se découpant dans la lueur des réverbères, suivi par Garnier, dont les pas traînants trahissaient une assurance feinte. Élise termina son repas, laissa un pourboire généreux pour Claire, et se leva, son uniforme impeccable soulignant chaque mouvement avec une grâce militaire. Elle salua Claire d'un sourire discret, ramassa son béret et ses gants, et sortit dans la nuit fraîche, ses pas résonnant sur le trottoir mouillé. Son SUV n'était qu'à 20 mètres, à moitié dissimulé sous un chêne, mais avant qu'elle ne puisse atteindre la portière, une voix tranchante brisa le silence. « Arrêtez. Ne touchez pas ce véhicule. » Morel se tenait devant elle, sa lampe torche braquée sur son visage, l'aveuglant momentanément. Élise cligna des yeux, des souvenirs de missions sous de haute tension, des nuits dans des déserts où chaque ombre pouvait cacher une menace, affluant dans son esprit. Elle resta immobile, main visible, et parla d'une voix claire. « Je suis le général de division Élise Dubois, armée française. Mon identification est dans ma veste. » Morel ricana, son regard glissant sur les médailles qui ornaient à l'uniforme d'Élise. « Jolie tenue, lâcha-t-il, son ton dégoulinant de sarcasme. Trop parfaite pour être vraie. » Garnier s'approcha, une main près de son holster, l'autre tenant un carnet comme s'il s'apprêtait à rédiger une contravention. Élise, sans un tremblement, tendit son portefeuille militaire, révélant une carte d'identité officielle. Élise Dubois, général de division, armée française, avec le sceau du ministère de la Défense. Morel l'examina à peine avant de le rejeter d'un geste. « Ça pourrait être un faux, dit-il, ses yeux plissés par un préjugé qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. Garnier ricana doucement, ajoutant. « Les escrocs sont malins de nos jours. » Élise sentit une lassitude familière l'envahir, non pas de la colère, mais l'épuisement d'avoir à prouver, encore et encore, sa légitimité dans un monde qui refusait de la voir pour ce qu'elle était. « Vous pouvez vérifier auprès du ministère de la Défense, répondit-elle, sa voix aussi tranchante qu'un ordre. Le numéro interne est ici. » Mais Morel, inflexible, secoua la tête. Non. Si ça semble faux, c'est faux. Avant qu'elle ne puisse protester, le claquement des menottes déchira la nuit. Les mains d'Élise furent tirées derrière son dos, son portefeuille tombant dans une flaque d'eau. Les froids anneaux d'acier mordirent ses poignets, et son corps fut poussé contre la carrosserie de son SUV, le métal glacé contre sa joue. Sous la lueur vacillante d'un réverbère, les 3 étoiles de son grade scintillaient en vain, invisibles aux yeux de ceux qui ne voyaient que sa peau sombre. La foule du dîner, alertée par le bruit, se massa à l'entrée. Claire, son tablier taché de sauce, sortit en trombe, son visage blême de colère. « Arrêtez, Jacques. Elle n'a rien fait » cria-t-elle, mais Morel la repoussa d'un geste sec. « Rentrez, Madame Claire. Ça ne vous regarde pas. » Antoine, son fils de 8 ans, se tenait à ses côtés, ses sandalettes couinant sur le sol mouillé, ses yeux écarquillés fixant Élise. « Maman, pourquoi ils arrêtent une soldate ?» murmura-t-il, sa voix perçant le silence comme une flèche. Julien, un journaliste local aux lunettes épaisses, filmait discrètement depuis un coin du parking, son téléphone capturant chaque instant. Son instinct lui disait que cette scène n'était pas un simple malentendu, mais un scandale en gestation. Il activa la fonction livestream, et les premières vues commencèrent à affluer, chaque seconde amplifiant l'injustice. Élise, immobile contre la voiture, ne résista pas. Elle aurait pu, en un instant, désarmer les 2 hommes, son entraînement au combat rapproché, perfectionné dans les unités d'élite, le lui permettait. Mais elle choisit le calme, une stratégie apprise au fil des ans, la force véritable réside dans la retenue, dans l'attente du moment où la vérité éclate. Ses yeux rencontrèrent en ceux d'Antoine, et elle lui offrit un léger hochement de tête, un geste de réassurance. Claire, figée, serra la main de son fils, mais son regard brûlait d'une promesse silencieuse. Elle ne laisserait pas cette injustice passer inaperçue. Julien, de son côté, ajusta son téléphone, capturant l'éclat des médailles d'Élise sous la lumière, un contraste saisissant avec les menottes. La foule murmurait, certains habitants secouant la tête, d'autres détournant les yeux, mal à l'aise face à ce spectacle. Élise, poussée vers la voiture de police, garda sa posture droite,
son uniforme un étendard de dignité face à l'humiliation. Dans la cellule où on l'emmena, sous la lumière crue d'une ampoule vacillante, elle s'assit, les marques rouges des menottes encore visibles sur ses poignets. Elle ne cherchait pas à se défendre immédiatement. Elle observait, analysant les failles d'un système qui permettait à des hommes comme Morel et Garnier d'agir sans crainte de conséquences. Dehors, le live stream de Julien gagnait en viralité, les commentaires affluents. Qui ose arrêter un général? Honte à Valombre. Valombre, cette ville endormie, s'apprêtait à devenir le théâtre d'une révolution, et Élise, dans l'ombre de sa cellule, préparait sa réponse, non pas un cri de colère, mais une stratégie froide, calculée, pour faire tomber les murs du préjugé. Dans la cellule froide et nue du commissariat de Valombre, où une ampoule grésillante jetait des ombres vacillantes sur les murs de béton, Élise Dubois restait immobile, son uniforme toujours impeccable malgré les marques rouges des menottes sur ses poignets. La nuit, lourde d'humidité, semblait retenir son souffle, mais Élise, générale de division, forgée par des années de discipline et de combat, sur les champs de bataille comme dans les salles de réunion où elle devait sans cesse prouver sa valeur, n'était pas femme à plier sous l'injustice. Ses yeux, d'un noir profond, brillaient d'une détermination froide, celle d'une stratège qui savait que la victoire ne se gagne pas dans l'éclat de la colère, mais dans la précision d'une riposte calculée. Elle n'était pas là pour se défendre, elle était là pour observer, pour analyser les failles d'un système qui permettait à des hommes comme Jacques Morel et Pierre Garnier d'agir en toute impunité, convaincus que leur badge leur conférait un pouvoir absolu. Dehors, le live stream de Julien, le jeune journaliste aux lunettes épaisses, continuait de faire des vagues, chaque seconde de la vidéo capturant l'arrestation d'Élise amplifiant l'indignation sur les réseaux sociaux. Les hashtags Justice pour Élise et du Valombre scandale grimpaient en flèche, et Valombre, cette bourgade endormie, se retrouvait soudain sous les projecteurs d'une France en quête de vérité. Dans l'ombre de cette cellule, Élise composa un numéro sur un téléphone glissé discrètement par Sophie, une jeune policière aux yeux nerveux, qui avait risqué son poste pour lui offrir ce moment. La voix de Marianne Lefebvre, sénatrice et ancienne collègue d'Élise au ministère de la Défense, répondit avec une autorité teintée d'inquiétude. Et c'est... Élise? Que se passe-t-il? En quelques mots, Élise exposa la situation, son ton aussi tranchant qu'un ordre militaire, mais dénué de panique. Marianne promit une intervention immédiate, et la machine de la justice, jusqu'alors rouillée à Valombre, commença à grincer sous la pression d'une vérité inéluctable. Au dehors, le parking du dîner de Madame Claire s'était transformé en un théâtre d'indignation. La foule, composée d'habitants curieux, de clients du dîner et de passants attirés par le tumulte, s'amassait sous la pluie fine, leurs visages éclairés par la lueur des téléphones portables qui relayaient le live-stream de Julien. Claire, son tablier taché de sauce et ses boucles grises, trempées, se tenait à l'entrée de son établissement, serrant la main de son fils Antoine, dont les yeux écarquillés cherchaient encore à comprendre pourquoi une femme en uniforme, une héroïne comme celle des histoires ce qu'il lisait, pouvait être traitée ainsi. Julien, posté près d'un réverbère, ajustait son téléphone pour capturer chaque détail, l'éclat des médailles et d'Élise contre l'acier des menottes, le rictus de Morel, l'hésitation fugace de Garnier. Le jeune journaliste, qui n'avait jusqu'alors couvert que des fêtes de village et des conseils municipaux, sentait l'adrénaline monter en lui. Il avait reconnu Élise, non pas de visu, mais d'un article qu'il avait lu des années plus tôt, un portrait élogieux dans le Figaro sur une femme noire qui avait brisé les plafonds de verre de l'armée française. Ce n'était pas une simple voyageuse, c'était une légende vivante, et Julien savait que cette vidéo, diffusée en direct sur Twitter et YouTube, allait changer la donne. Les commentaires affluaient, honteux. C'est une générale, pas une criminelle. Où est la justice? Chaque notification était une braise attisant un feu qui menaçait d'embraser Valombre. Au commissariat, Sophie, la jeune policière, arpentait les couloirs sombres, son cœur battant à tout rompre. Elle avait vu trop de silences complices dans sa courte carrière, trop de plaintes étouffées, trop de regards détournés. Morel, avec son arrogance brutale, avait un passé trouble, des rapports internes, qu'elle avait découverts par hasard dans les archives, mentionnaient des plaintes pour discrimination raciale, toutes classées sans suite par le chef de police, Henri Dubois. Henri, un homme usé par des décennies de compromis, avait bâti sa carrière sur une loyauté aveugle envers ses supérieurs, mais ce soir-là, il sentait le sol trembler sous ses pieds.
Lorsque la nouvelle de l'appel d'Élise et au ministère de la Défense parvint au poste, il blêmit. Sophie, risquant tout, s'approcha de Julien à l'extérieur et lui glissa un dossier photocopié, ses mains tremblantes. « Morel a déjà été signalé, murmura-t-elle. Des plaintes pour des remarques racistes, des arrestations sans fondement. Tout a été étouffé. » Julien, ébahi, feuilleta les documents sous la lumière d'un réverbère, des témoignages de citoyens, des rapports d'incidents impliquant des minorités, tous marqués d'un tampon « classé ». Ce n'était pas un incident isolé. C'était un système, et Sophie, en bravant le silence, venait de devenir une alliée inattendue. Pendant ce temps, la foule devant le dîner grossissait, attirée par le buzz des réseaux sociaux. Des vétérans locaux, alertés par le livestream, arrivèrent, leurs vestes ornées de médailles similaires à celles d'Élise. Une femme, ancienne infirmière militaire, brandissait une pancarte griffonnée à la hâte, « Qui protège nos héros ?» Un groupe d'étudiants, venus d'une ville voisine, scandait des slogans contre l'injustice. Claire, épuisée mais galvanisée, servait du café aux manifestants, son dîner devenant un point de ralliement. Antoine, agrippé à son tablier, regardait la foule avec un mélange de peur et d'admiration. « Maman, est-ce qu'ils vont s'excuser ?» demanda-t-il, sa voix tremblante mais pleine d'espoir. Claire, les larmes aux yeux, caressa ses cheveux. « Ils devront, mon chéri. Ils devront. » À Paris, Marianne Lefebvre, dans son bureau du Sénat, mobilisait ses contacts. Elle contacta le ministre de l'Intérieur, exigeant la libération immédiate d'Élise et une enquête sur les officiers impliqués. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, France 24 interrompit ses programmes pour diffuser un flash spécial, et Le Monde publia un article en ligne titré « Une générale arrêtée à tort, scandale à Valombre ». Sur Twitter, les hashtags devenaient viraux, et même les chaînes conservatrices, d'abord réticentes, commencèrent à couvrir l'affaire sous la pression publique. Au commissariat, Henri Dubois, le chef de police, sentait la tempête approcher. Il tenta de calmer la situation en rencontrant Élise dans sa cellule, mais ses mots sonnaient faux, empreints d'une autorité vacillante. « C'est un malentendu, madame, bredouilla-t-il, évitant son regard. Élise, assise droite comme un chêne, ne répondit pas immédiatement. Elle sortit son téléphone, que Sophie lui avait rendu, et composa un autre numéro. « Marianne, c'est fait ?» demanda-t-elle. De l'autre côté, la sénatrice confirma, « Le ministre est informé. Morel et Garnier sont suspendus. Tu es libre. » Henri, tremblant, déverrouilla les menottes, ses mains maladroites trahissant sa peur. Élise se leva, ajustant son uniforme, chaque mouvement précis, comme un défi silencieux. Elle ne regarda pas Henri, ses yeux étaient fixés sur un horizon plus vaste, celui d'un changement qu'elle savait inévitable. En sortant du poste, elle fut accueillie par la foule, désormais compacte, qui l'applaudit spontanément. Claire, Antoine à ses côtés, lui tendit une tasse de café chaud, un geste simple mais chargé de solidarité. Julien, toujours en train de filmer, s'approcha. « Général, voulez-vous faire une déclaration ?» Élise, le regard ferme, répondit. « Ce n'est pas une erreur isolée. C'est un système qui permet à l'injustice de prospérer. Mais ce système va changer. » De retour au dîner, Élise s'assit avec Claire, Julien et Sophie, qui avaient rejoint le groupe, bravant les regards désapprobateurs de ses collègues. Autour d'une table encombrée de tasses vides, elle esquissa les contours d'un projet ambitieux, le miroir de l'égalité, un programme de formation pour rééduquer les forces de l'ordre, mêlant la rigueur militaire à une éthique humaniste. « Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux, » dit-elle, sa voix portant l'autorité d'une femme qui avait affronté des tempêtes bien plus grandes. Claire, émue, promit de mobiliser la communauté. Julien, galvanisé, s'engagea à documenter chaque étape. Sophie, hésitante mais déterminée, offrit de partager son témoignage pour exposer les abus internes. À Paris, Marianne travaillait sans relâche, contactant des avocats, des ONG et des élus pour soutenir l'initiative d'Élise. La pression publique montait, et Valombre, autrefois un point anonyme sur la carte, devenait le symbole d'une lutte plus large. Morel et Garnier, suspendus, regardaient depuis l'ombre, leurs visages marqués par une honte qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Mais Élise ne cherchait pas leur humiliation, elle visait un changement profond,
un miroir tendu à une société qui avait trop longtemps toléré l'injustice. Alors que la nuit s'achevait, la lumière des réverbères semblait plus vive, comme si Valombre, réveillé par le courage d'une femme et de ceux qui l'avaient soutenu, s'apprêtait à écrire un nouveau chapitre. La lumière du printemps baignait Valombre d'une douceur nouvelle, comme si la petite ville, jadis endormie sous un voile de routine et de silence, s'éveillait enfin à une vérité longtemps ignorée. Élise Dubois, générale de division, n'était pas revenue pour se venger, mais pour transformer. Son programme, Miroir de l'égalité, n'était pas une simple réponse à l'injustice qu'elle avait subie. C'était une vision, un appel à réformer non seulement les forces de l'ordre, mais les cœurs et les esprits d'une communauté. Dans les rues pavées, où les souvenirs de cette nuit pluvieuse où elle fut menottée sans raison persistaient, une énergie nouvelle circulait. Les habitants, autrefois spectateurs passifs, se réunissaient désormais pour des forums, des discussions, des moments de vérité. Claire, la propriétaire du diner, Julien, le journaliste devenu chroniqueur du changement, et Sophie, la jeune policière qui avait osé briser le silence, formaient le noyau d'un mouvement qui dépassait les frontières de Valombre. Une lettre d'Antoine, le garçon de 8 ans qui avait vu Élise menottée, devint le symbole de cet espoir, un vœu d'enfant pour un monde où nul n'aurait à baisser la tête. À Paris, dans les couloirs du pouvoir, Élise portait son projet avec la même rigueur qu'elle avait apportée sur les champs de bataille, convaincue que la justice ne se gagne pas par des cris, mais par des actes. Valombre, sous son impulsion, devenait un miroir tendu à une nation, un reflet de ce que la France pouvait être, un pays où le respect l'emporte sur le préjugé, où la dignité n'est pas négociable. Lorsque Élise revint à Valombre, invitée pour inaugurer la première session de formation du Miroir de l'égalité, la ville n'avait plus rien de l'ombre oppressante de cette nuit fatidique. Les rues, jadis silencieuses, vibrèrent d'une activité fébrile, des banderoles ornées du mot « égalité » flottaient devant et la mairie, et le gymnase du lycée local, transformé en salle de conférence, débordait de monde. Des officiers de police, des enseignants, des commerçants, des vétérans et même des adolescents s'étaient rassemblés, attirés par la promesse d'un changement tangible. Claire, désormais membre d'un conseil communautaire nouvellement formé, avait organisé une cérémonie modeste pour accueillir Élise. Son dîner, autrefois simple refuge pour les voyageurs, était devenu un lieu de pèlerinage, une agora où les habitants laissèrent des messages dans une boîte en bois intitulée « Les mots qu'on aurait dû dire plus tôt ». Julien, dont le live stream avait déclenché la tempête, documentait chaque instant, son appareil photo capturant les visages pleins d'espoir et les regards parfois hantés par la honte d'avoir trop longtemps fermé les yeux. Sophie, promue formatrice dans le cadre du programme, se tenait aux côtés d'Élise, son uniforme de police désormais porté avec une fierté nouvelle, celle d'une femme qui avait choisi de défendre la justice plutôt que de protéger un système défaillant. Dans la foule, Madame Dupont, une enseignante à la retraite aux lunettes cerclées d'acier, distribuait des livrets aux élèves, des pages racontant l'histoire d'Élise, transformées en leçons de courage civique. Et au premier rang, Antoine, le fils de Claire, serrait une feuille froissée, une lettre qu'il avait écrite à Élise, ces mots d'enfant porteurs d'une vérité plus grande que lui. Élise monta sur l'estrade, son uniforme impeccable scintillant sous les projecteurs. Elle ne cherchait pas les applaudissements, mais le silence attentif qui suivit son premier mot fut plus éloquent que n'importe quelle ovation. Ce programme, Miroir de l'égalité, n'est pas une punition. Commença-t-elle, sa voix claire et ferme, comme un ordre donné sur un champ de bataille. C'est une invitation à regarder en nous-mêmes, à reconnaître nos erreurs et à bâtir un avenir où chaque personne, quel que soit son visage, est vue pour ce qu'elle est. Elle parla de discipline, non pas celle des armes, mais celle des principes. Le respect, l'écoute, la responsabilité. Elle décrivit un programme qui fusionnait la rigueur militaire avec une éthique humaniste, exigeant des officiers qu'ils soient formés non seulement à appliquer la loi, mais à comprendre les vies qu'elle touche. Les officiers présents, dont certains avaient servi sous les ordres de Morel et Garnier, baissaient les yeux, conscients que leur silence passé les rendait complices. Sophie, à ses côtés, partagea son propre témoignage, confessant comment elle avait vu des abus dans son commissariat mais avait hésité à parler, par peur de représailles. Sa voix tremblante, mais résolue, toucha l'auditoire, et un murmure d'approbation parcourut la salle. Dehors, Valombre changeait à vue d'œil. Le conseil communautaire, dirigé par Claire et incluant Julien, avait instauré des réunions hebdomadaires où les habitants pouvaient examiner les rapports d'arrestation, désormais publics. Les écoles, sous l'impulsion de Madame Dupont, intégrèrent des cours sur l'éthique civique, inspirés par l'histoire d'Élise. Antoine, dont la question innocente,
Pourquoi ils arrêtent une soldate? Avait ébranlé les consciences, Dave déclare lors d'un atelier scolaire. Je veux être soldat, comme le général Dubois, pour protéger ceux qui en ont besoin. Serpent facé. Ces mots, simples mais puissants, inspirèrent la création de programmes éducatifs à travers le département, des cours où les enfants apprenaient à reconnaître l'injustice et à agir avec courage. Claire, dont le dîner était devenu un symbole de résistance, fut invitée à parler devant la Commission des droits humains à Paris. Face à un parterre d'officiels, elle déclara, son tablier plié sur ses genoux. Je ne connais peut-être pas les lois par cœur, mais je sais reconnaître le mal quand je le vois. Et je refuse que mes enfants grandissent dans un monde qui tolère ça. Sa sincérité, dénuée d'artifice, émut l'Assemblée plus que n'importe quel discours savant. À Paris, Élise poursuivait son combat. Dans une salle de réunion austère du ministère de l'Intérieur, elle présenta le miroir de l'égalité au ministre, un homme connu pour son pragmatisme mais ébranlé par l'ampleur du scandale de Valombre. Elle posa sur la table 3 dossiers, le rapport miroir, son évaluation des pratiques à Valombre, et une liste de 47 officiers volontaires pour suivre sa formation. Ce n'est pas une réforme pour les gros titres, dit-elle, son regard perçant chaque personne dans la pièce. C'est une restructuration ancrée dans la discipline morale. Lorsque des conseillers soulevèrent des questions de budget ou de calendrier, le ministre trancha. Qui dirigera cela à l'échelle nationale? Élise sourit, un éclat rare dans son expression habituellement stoïque. Je connais une femme qui sert du café, et qui a appris à toute une ville ce qu'est le courage. Elle pensait à Claire, dont l'acte simple de filmer l'arrestation avait allumé une étincelle nationale. À Valombre, le changement prenait racine. Henri Dubois, l'ancien chef de police, avait démissionné lors d'une conférence de presse émouvante, son visage marqué par le poids de ses erreurs. Je n'ai pas agi de manière injuste, mais j'ai laissé faire, admit-il, sa voix brisée par un regret sincère. C'est inexcusable. Il céda sa place à Elena Morales, une femme d'origine espagnole, formée par Élise, dont le parcours, une enfance dans un quartier défavorisé, une candidature à l'académie militaire refusée pour des raisons obscures, faisait écho à celui d'Élise. Elena instaura 3 réformes immédiates, une formation obligatoire pour tous les officiers dans les 90 jours, un conseil communautaire avec un pouvoir de contrôle réel, et la publication en ligne de chaque rapport d'arrestation. Les sceptiques, d'abord bruyants, se turent face à sa détermination. Lors de la première session de formation, Élise revint à Valombre, accueillie par Elena et Claire. Dans le gymnase, elle parla aux officiers, non pas comme une victime, mais comme une leader. Un badge n'est pas un bouclier pour l'indifférence, dit-elle. C'est un engagement à protéger la dignité. Sophie, désormais à l'aise dans son rôle, guida une discussion sur les biais inconscients, tandis que Julien enregistrait chaque mot pour son nouveau podcast, Voix de Valombre. Le moment le plus poignant vint d'Antoine. Lors d'une pause, il s'approcha d'Élise, tenant sa lettre froissée. « Général, je l'ai écrite pour vous, dit-il, ses joues rosissant. » Élise lut les mots d'enfant, « Je veux être comme vous, pour que personne n'ait à avoir peur. » Elle posa une main sur son épaule, sa voix douce mais ferme. « Tu es déjà sur le bon chemin, Antoine. » Cette lettre devint le moteur de son combat, un rappel que chaque pas vers la justice compte. À Paris, le miroir de l'égalité fut adopté comme programme pilote national, soutenu par le Parlement. Claire, invitée à témoigner, reçut une ovation debout, sa simplicité touchant les cœurs là où les rapports échouaient. Valombre, transformé, devint un modèle. Le dîner de Claire accueillait désormais des tables d'écoute, où les habitants partagèrent leurs histoires. Sophie forma une nouvelle génération d'officiers, et Julien, avec son podcast, donna une voix aux sans-voix. Élise, de retour à son poste militaire, continua de former des officiers comme Brianna, une jeune lieutenante qui confia « Chaque pas semble un combat, mais vous m'avez montré qu'on ne marche pas seul. » Élise, sous un chêne centenaire, lui répondit « Tu ne claires pas seulement ton chemin, Brianna. Tu ouvres la voie pour ceux qui suivront. » Dans la lumière du printemps, Valombre et la France entière regardaient dans le miroir qu'Élise leur tendait, un reflet où la justice triomphait,
non par la force, mais par le courage de ceux qui osaient parler. Note. Cette histoire est une fiction visant à sensibiliser à la responsabilité, à la justice et à l'importance du respect mutuel. Toute ressemblance avec des personnes réelles est purement fortuite. L'histoire d'Élise Dubois, une générale de division confrontée à l'injustice dans la petite ville de Valombre, est bien plus qu'un simple récit, c'est un miroir tendu à notre société, un appel à la réflexion et à l'action. Dans la culture française, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont gravées dans l'âme nationale, cette histoire résonne profondément. Élise, par sa dignité face à l'humiliation, incarne une force qui transcende la colère, celle de la résilience et de la conviction. Son calme face à l'arrestation injuste, sa décision de transformer une blessure personnelle en un mouvement pour la justice, le miroir de l'égalité, nous rappellent que le vrai courage ne se mesure pas à la violence, mais à la capacité de changer les cœurs et les systèmes. Cette histoire met en lumière une vérité universelle, le silence face à l'injustice est une complicité passive. À Valombre, les personnages comme Claire, Julien et Sophie, en osant agir, montrent que chacun, qu'il soit citoyen ordinaire, journaliste ou policier, a le pouvoir de briser ce silence. Pour nous, dans la vie quotidienne, cette leçon est précieuse. Combien de fois fermons-nous les yeux sur une remarque discriminatoire, une injustice mineure, par peur ou par habitude? L'histoire d'Élise nous enseigne qu'agir, même modestement, filmer une injustice, poser une question, soutenir une cause, peut allumer une étincelle de changement. En France, où le débat public valorise la discussion et l'engagement civique, nous devons cultiver cette vigilance. Cela peut être aussi simple que de rejoindre une association locale, de participer à des forums communautaires ou d'éduquer nos enfants à reconnaître l'injustice. Élise nous montre que la justice n'est pas un idéal abstrait, mais une pratique quotidienne, ancrée dans le respect de la dignité humaine. Comme Antoine, l'enfant qui a osé questionner, nous devons apprendre à poser les bonnes questions, à défier les normes qui perpétuent les préjugés. En appliquant ces principes, nous pouvons bâtir une société où chacun est vu pour ce qu'il est, non pour ce que les autres supposent. Si cette histoire vous a touché, agissez dès maintenant. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir la justice, partagez cette vidéo pour amplifier son message, abonnez-vous pour ne rater aucune histoire inspirante, et laissez un commentaire. Tapez 1 pour rejoindre la lutte contre l'injustice, ou 2 si vous pensez que c'est juste une mise en scène. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste.